Allons-y et amusez-vous bien. Bonjour à tous, je m'appelle Hailey. Je suis une du membre du comité de cette conférence Rassembler les morceaux du puzzle. Je vais des petites choses à dire avant qu'on commence pour la session qu'on va avoir. Elle sera disponible sur la chaîne Pain Canada et sur le site web après la conférence pour la traduction et l'interprétation. Vous pouvez regarder en bas de l'écran et vous allez voir un petit bouton CC. Vous pouvez utiliser ça pour avoir accès à des services d'interprétation simultanée. Puis vous pouvez choisir la langue de votre choix, que ça soit, elle sera en français et en anglais. Ça sera disponible. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, dans les deux langues, vous pouvez suivre le lien qui est dans le lien Zoom, l'information pour avoir de l'aide au cas où vous ayez une crise. Et c'est disponible dans le plateforme, dans la zone d'exposition. Vous pouvez envoyer vos questions dans la fonction questions et réponses. Et une dernière chose, quand vous mettez les questions dans la section questions-réponses, s'il vous plaît, soyez respectueux dans comment vous formulez vos questions pour que ce soit un espace sécuritaire et sain pour tous. Et ceci étant dit, bienvenue aujourd'hui pour cette conférence Rassembler les morceaux 2025 pour les personnes et fait par des personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Pour tout ce que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag PTT 2025 pour le poster. Aujourd'hui, nous allons avoir des séances. C'est la première qu'on va faire, c'est surmonter l'isolement grâce à la puissance de la connexion humaine. Et ensuite, il y aura donc une narration numérique. Et puis après, on va terminer sur les liens qu'on peut avoir entre nos pairs et nos collègues. Il y aura deux pauses de 15 minutes entre chaque séance. Rappelez-vous que cette conférence a été conçue pour des gens qui vivent avec de la douleur. Et même si c'est ouvert à tous, on a fait tout notre possible pour la concevoir d'une manière créative pour que ce soit un espace sain et sûr pour les personnes qui vivent avec de la douleur. Et on veut et on espère que les chercheurs et les cliniciens qui sont là, présents, qui peuvent aider dans cet apprentissage. S'il vous plaît, passez votre temps à écouter les gens qui vivent avec de la douleur au lieu d'utiliser ces espaces ou ce temps pour de la recherche ou autre chose. Alors, je veux aussi prendre un petit peu de temps pour remercier l'autre PT, les autres membres du comité, puis partager un peu sur chacun et pourquoi cette conférence, et dire pourquoi cette conférence est importante dans sa globalité ou dans son ensemble. Et je veux aussi remercier les commanditaires pour cette conférence. Alors, donc, il y a Pain BC, Douleur BC, il y a aussi la stratégie pour de la recherche orientée. Donc, il y a le réseau clinique, il y a le réseau canadien de la recherche et aussi sur l'arthrite et le partenariat pour l'engagement des patients qui sont dans des projets sur la douleur et aussi Santé Canada. Et dernièrement, beaucoup de nos présentateurs vont partager des histoires et leurs points de vue qui ont peut-être formé leurs expériences et leurs points de vue peut-être ou celles qui vont être exprimées ici n'expriment pas forcément l'opinion de nos commanditaires ou de Pain Canada ou Douleur Canada. Alors, je vais passer le micro ici à Jenny. Et merci, Hailey. Bon, bienvenue à tous à cette séance aujourd'hui pour surmonter l'isolement grâce à la puissance de la connexion humaine. Alors, je m'appelle Jenny Lorca et mes pronoms, c'est il, elle et chat. Et je suis donc une invitée non invitée sur le territoire non cédé du Colossus et colonialement non connu sous le nom colonial de Vancouver ou le Grand Vancouver. Moi, je suis très excité d'être modératrice pour cette session il y aura Paige Bonbacci, Therese Dean et Delane Nicolich. Mais
avant qu'on plonge là-dedans, je sais que ça va être une discussion vraiment superbe. Je veux me présenter rapidement et mon lien, hein, ou ma connexion, disons. Alors, j'ai eu le privilège dans cette conférence, à participer à plusieurs conversations. Et à chaque fois, je me demande pourquoi est-ce que cette séance est importante? Et pourquoi est-ce que cette séance qui parle de l'isolement euh, et la connexion humaine, pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Alors, Dr. Holston a dit que l'isolement, c'est pire que de la cigarette, par exemple. Alors, j'étais choqué quand j'ai entendu cette comparaison, mais je n'étais pas vraiment surprise quelque part. Je veux dire, moi, je vis avec la douleur chronique et constante, et puis des maladies chroniques depuis à peu près 8 années maintenant. Et quand j'y repense, surtout au début, pour moi, l'isolement et la solitude, c'était pire que la douleur que je vivais. Et même, c'était pire. La douleur était plus intense à cause de cet isolement. Quand j'ai été diagnostiqué à ce moment-là, j'ai eu de la chance d'avoir un diagnostic vraiment précoce. Il y a des gens, ça a pris des années, et même certains de mes amis qui attendent encore d'avoir un diagnostic. Et ça, ça isole, hein. Alors, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'étais probablement la seule de mes amis qui vivait avec de la douleur constante et chronique. Et à ce moment-là, comment j'ai interagi avec le monde, ça a complètement changé. Mes relations ont changé. Je ne pouvais plus travailler, donc j'ai perdu cette communauté, j'ai perdu ma connexion avec moi-même, quelque part, mon identité et mes valeurs, enfin, ce que je valais finalement. Puis j'avais l'impression que les gens pensaient que je n'étais pas fiable parce que j'annulais des plans à la dernière minute ou alors je partais plus tôt. Mon expérience vécue n'était pas à la hauteur de de leurs attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai comme reculé quelque part, j'ai comme régressé parce que je n'étais plus moyenne. Alors, Thérèse, quand tu as parlé de la douleur, tu as parlé de tous les sentiments de regret, de chagrin, de culpabilité. Et ça me touche hein, quand j'y repense à tout ça parce que, alors, moi, je connaissais PNBC, j'avais utilisé leurs ressources quand j'étais une clinicienne. Mais avec une patiente avec de l'expérience vécue avec la douleur, je me suis tourné à leur service. Et ils sont gratuits et je suis allé dans le programme de santé et de formation. Et je me suis rendu compte qu'il fallait moi aussi que je sois soutenu, mais par des gens qui, 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 qui comprenaient ma situation. Alors j'ai appris qu'ils avaient du soutien en personne. Donc, j'y suis allé. Pourtant, c'était difficile, c'était épuisant d'y aller à ces séances. J'ai été épuisé, mais j'étais autour de gens qui, qui comprenaient ma situation. Et ça, ça fait un bien incroyable. Donc, je veux dire à Ashley, à une des personnes qui m'a vraiment aidé. Et ensuite, il y a eu le COVID, boum, ça a tout changé. Et ironiquement, moi, j'ai vu que mon monde s'est ouvert d'une autre manière. Zoom, hein, a explosé. Et puis Pain BC a pivoté. Et ils ont mis tout leur soutien. Au lieu du face-à-face, ils ont tout mis en ligne. Et là, la connexion virtuelle, les gens entre les gens, avec les personnes qui avaient de la douleur, ça a ouvert un champ énorme. Alors, on a donc du soutien au travers de la Colombie-Britannique. Puis il y a 5 groupes identifiés il y a les Punjabis et en mandarin dans plusieurs langues. Vous imaginez, c'est incroyable. Je vous encourage à aller voir ça. Alors, vraiment, beaucoup d'amour et beaucoup de grands merci à Pauline, merci. Enfin, je ne peux pas nommer tout le monde et surtout Carmel. Alors, ce n'est pas un secret que, bien sûr, c'est important et je pense que c'est tellement puissant, ce soutien que l'on peut avoir et ces relations bidirectionnelles et de reconnaître, de se rendre compte qu'on peut tellement apprendre, on peut s'enseigner les uns les autres des choses. La mutualité qu'il y a dans ces groupes aide à changer les dynamiques qu'on verrait peut-être dans d'autres groupes où il y a des cliniciens et des patients. Là, c'est personne à personne du face-à-face.
il y a vraiment une expérience qui est partagée, une compréhension quelque part. Et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre si vous ne vivez pas ça. Donc, je sais que Delane, qui est aussi dans le comité des directeurs, nous, en tant que comité de conférence, on est très euh, content de pouvoir avoir ces séances de connexion comme un programme régulier qui est inscrit dans la conférence. Et d'ailleurs, il y en a une autre cet après-midi que Haley a mentionné ou a nommé. Alors, et pourtant, je vois plein de gens qui sont mis de côté quelque part ou qui sont délaissés. Je pense qu'il y a beaucoup de pression pour que des gens qui ont des besoins sensoriels de voir des gens en personne. Il faut ils voient des gens en personne s'ils n'ont pas accès à des transports ou un partenaire qui peut les aider à un espace ou sécuritaire. Et des gens qui ont des problèmes immunitaires, par exemple. Et donc, ils vont passer au travers de beaucoup d'angoisse pour qu'ils puissent créer un espace où les gens puissent les rencontrer dans un espace qui n'est pas dangereux pour eux. Ça les isole. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour moi, la connexion humaine, ça veut dire aussi comprendre tout ce qui nous lie. Et donc, Pain BC, son but, c'est que personne ne doit vivre tout seul dans la douleur. Non, personne vit tout seul dans la douleur. Et ça alimente tous les programmes, toutes les ressources, tous les services qu'ils offrent. Moi, mon but, le haut de la montagne que je vois, moi, je vois un monde où personne dans la douleur est isolé et vit seul, se sent seul. Le privilège d'être modératrice, c'est que je peux présenter trois personnes vraiment extraordinaires. Leur travail est vraiment inscrit dans la connexion humaine. Et vraiment, au lieu de lire leur biographie que vous pouvez voir dans leur site web, je vais les présenter avec des facteurs de câlin quelque part. Alors voilà. Donc, Pete Bonbacci. Alors, c'est un leader dans le changement social et puis c'est un président fondateur de sa compagnie, du mouvement de connexion canadien. Et il a l'air de quelqu'un on a envie de lui faire des câlins. Je l'ai vu sur des photos, hein, merci pour le câlin virtuel. Ça fait que sa présence, ou être à côté de lui, en sa présence, ça nous lève, ça nous donne de l'élan. C'est vraiment, il est notre oncle préféré. Hein, il est approchable, il est doux, il est bienveillant, il est inspirant. Puis aussi, vous allez vous en rendre compte quand il va parler. Merci, Pete, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, Thérèse Lane, je peux dire, c'est vraiment quelqu'un qui vous donne des câlins bien solides. Hein. Et donc, dans sa communauté, dans la douleur et l'arthrite, et elle revendique depuis longtemps pour les populations qui sont isolées, qui vivent des situations de pauvreté ou qui utilisent des substances ou qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, vraiment, ceux qu'on la connaît, on est content de la connaître. Elle est honnête, elle est courageuse et vraiment, elle a un grand cœur. Tu as l'air superbe, tu es belle. Alors, je suis sûr que tu adores la conférence et que tu as des belles chaussures. Alors, Delane Linkowicz, c'est quelqu'un que moi, je peux lui faire un câlin une fois par an et ça ne me suffit pas. Alors, vraiment, elle est passionnée pour soutenir les jeunes et les adolescents qui vivent avec de la douleur persistante et chronique, et ça la pousse. Hein. Et là, elle écrit un doctorat et ça fait partie de sa recherche. Donc, Delane, elle était où elle est encore. Elle développe toutes les itérations de nos conférences par rapport aux sessions qui concernent les connexions humaines ou le soutien. À chaque fois qu'on peut être dans la même pièce et travailler ensemble, ça, c'est ce qu'elle fait. Et dans les conférences, je sais qu'à chaque fois que je parle avec toi, que je te vois, je suis enrichi par ça et j'adore ton chat. Alors, salut les amis. Nous sommes tellement heureux de vous avoir tous les trois. Merci, Jenny. Merci, Jenny. Oups. Ah, oups, j'ai coupé mon micro. Alors, commençons avec pourquoi est-ce que ce travail est important pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez... pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce qui a
Et le travail que vous faites, comment ça a un impact? Comment ça vous a formé? Je sais que c'est plein de questions. Comment vous êtes rentré dans ce domaine? Tout ça, quoi, ces trois questions-là. Pete, vas-y, hein, vas-y, commence. C'est bien, c'est bien. Je vais vous faire remonter mes diapositives pour que vous puissiez voir un peu qui je suis, pourquoi je suis ici. Bonjour à tous. Jenny, honnêtement, j'ai l'impression que tu as fait toute ma présentation pour moi finalement. C'est vraiment formidable d'être ici. Et mon parcours, un peu, je m'appelle Pete Bonbacci, je suis président fondateur de Genwell, qui est un mouvement de connexion humaine où on essaye de créer du bien-être au travers des connexions humaines. Depuis 2016, on a lancé ce mouvement en 2016 parce qu'on s'est rendu compte qu'on éduquait les gens à prendre des exercices, à bien manger, boire de l'eau, ou dormir, ou je sais pas, ou ne buvez pas trop, ne fumez pas trop de clopes, de cigarettes, mais on n'a jamais articulé pourquoi c'est important de se connecter les uns les autres, d'avoir des connexions pour que les gens se sentent bien dans la société. Alors, on a passé 9 ans à faire des ateliers dans des classes, dans des communautés avec des seniors. On travaille dans des municipalités et on fait marcher 6 campagnes par an pour essayer de toucher tous les Canadiens et que les éveiller à ces connexions humaines qu'ils pourraient faire. Alors, quand je suis venu à cette conférence, euh, j'espère que j'appose quelque chose en plus à cette conférence et par rapport à ce que les invités vont partager. Parce que moi, je pense qu'une grande partie de la solution, que tous ceux qui vivent de la douleur persistante et chronique, c'est que les autres gens ne comprennent pas ce que vous ressentez et quels sont les impacts. Et le pouvoir de la connexion humaine, c'est quand on rencontre quelqu'un, il y a de l'empathie qui est créée et on comprend l'expérience de l'autre. Mais si on ne fait pas ces connexions, si on n'a jamais compris et on n'a jamais eu cette opportunité de connecter, ben, on n'est pas conscient de ça. Et surtout avec les gens qui ont de la douleur chronique. Moi, j'ai de la douleur chronique. Je dirais que c'est plus la peur de la douleur chronique. J'ai de l'arthrite rhumatique et je sais jamais quand ça va d'un seul coup, je vais avoir des problèmes inflammatoires. Donc, le on veut éveiller les gens à ça, à ces connexions humaines. Et notre mission, c'est que le monde soit un endroit plus sympathique et essayer de catalyser tout ceci, ces 41 millions de personnes pour créer des connexions, qu'ils en aient besoin ou pas, ou peut-être parce qu'on peut aider quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est l'importance du travail que l'on fait. Nous sommes donc, l'Organisation de la santé mondiale nous a reconnus et sur notre rapport qu'on a fait sur la santé sociale en 78 années de leur existence. Donc, les gens commencent à s'éveiller à ce sujet. Donc, je suis très content de faire partie de cette conversation et d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci, Pete. C'est très inspirant. Thérèse, ta caméra est éteinte? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux que ce soit demain? Non, je peux y aller. Oui. Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je sais que ça prend du courage de venir pour une conversation, pour avoir une conversation comme ceci, qui on va parler de douleur, de, 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 de la solitude et des parties de nos vies dont on veut peut-être pas parler comme ça. Mais alors, je pense que tu portes beaucoup. Euh, euh, alors, je suis pas ici comme une experte ou une professionnelle ou avec des réponses. Je suis quelqu'un qui vit avec de la douleur chronique et donc des problèmes de santé mentale et d'abus de substances. Euh, pour ceux qui savent ce que c'est de disparaître lentement de notre propre vie. Et j'espère en partageant un peu de mon histoire, vous allez vous sentir un petit peu moins isolé et moins seul. De vivre avec de la douleur chronique, ça vous change, pas juste physiquement, mais socialement et au niveau des émotions et spirituellement. Et pour moi, ce changement s'est fait tout doucement, presque sans faire de bruit. C'est pas qu'un jour je me suis levé puis je me sentais isolé. C'était plus que quelque chose de graduel, tout doucement. Et au début, j'ai commencé à annuler des plans, des rendez-vous. Oh, j'ai une mauvaise journée. Je disais, ah, je viendrai la prochaine fois. Puis la fois d'après, ça serait un jour. Puis un jour, c'est devenu jamais. Et avec le temps,
J'ai arrêté de joindre, de parler aux autres tant que ça. Si je ne me pointais pas à un plan ou à un rendez-vous, la vie a juste avancé autour de moi, puis j'avais l'impression que moi, je ne bougeais pas, j'étais fixe. Est-ce que vous vous rappelez de Fiona? Je me rappelle je sentais de la honte. Je n'étais plus tout à fait la même personne que j'étais. Mes maladies ont fait que tout était plus difficile. Tous mes maux faisaient que tout était dur. Et c'était donc plus facile de rester à la maison avec le temps au lieu de se sentir comme j'étais un poids pour les autres ou d'expliquer pourquoi telle et telle chose. Je ne sais pas si vous avez senti ça, que vous êtes trop ou pas assez en même temps pour les autres. Un mélange. On veut avoir des connexions, mais on n'a pas l'énergie d'avoir d'avoir une conversation ou de ne plus prêter attention à la douleur qu'on a. Donc, l'isolement pour moi n'était pas juste me sentir seul, c'était aussi perdre qui j'étais. Je me reconnaissais plus. Et quand on se reconnaît plus, c'est encore plus difficile que les autres veulent vous connaître comme vous êtes là. Alors, si je suis honnête, pour être honnête, une des parties les plus douloureuses, c'est pas la douleur physique. Je sentais que je n'appartenais plus à rien ni nulle part. Toutes les autres avaient une communauté, des buts dans la vie, puis moi, non, ça avait disparu. Des fois, je passais des journées entières où je passais à personne. Mon monde est devenu de plus en plus petit certains jours. Puis plus je restais loin des autres, et plus c'est devenait difficile de revenir. Le silence devenait familier, presque. Je me sentais presque sûr là-dedans, bien sécuritaire, mais je savais que j'étais seul, mais je ne savais pas comment régler le problème, je ne savais pas comment l'arrêter. J'étais terrifié, mais si j'essayais de le faire, euh, il y avait beaucoup de choses qui remontaient, tout ce que j'avais perdu revenait. Donc, mais un jour, ça a changé, je vais en parler. Mais je vais laisser Delane d'abord parler un peu de ses barrières. Oui, merci, Thérèse. Tu viens, tu es tellement vrai. Merci d'être toujours comme ça, de venir comme ça, entière. Merci, Thérèse. Je prends une minute pour prendre, absorber ce que tu as dit. Beaucoup de choses que tu as dit, ça, je l'ai ressenti. Ça me parle. Et beaucoup de gens qui sont avec nous, je pense. Et le pouvoir de ton histoire, de ton cheminement, on apprécie que tu partages ça. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Delane. Mes pronoms, c'est il et elle. Je viens de l'Ontario, du territoire non cédé des, des Huron-Wendat de Erie et Mississauga. Et je suis très contente d'être ici et d'être en compagnie de gens tellement bienveillants qu'on a envie de câliner. Merci pour cette présentation, Jenny, qui était vraiment très bienveillante et douce. Alors moi, je vous viens, j'ai de la douleur. Ça fait depuis 15 ans, de la douleur chronique que je vis. La majorité, c'était quand j'étais adolescente. Et après, comme jeune adulte, je suis ici aussi comme une candidate au doctorat en psychologie infantile à l'Université de Guelph. Et je veux apporter mon expérience et dans mon travail au programme de douleur pédiatrique à l'hôpital où je fais de la recherche. Et quand on parle un peu de tout ceci ou de cette séance, euh, j'ai pensé à mes propres expériences en tant que jeune personne qui vit avec de la douleur chronique, surtout en tant qu'adolescente. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup parce que c'est mon domaine de recherche. Et c'est le travail clinique. Ça m'a permis de penser à cette partie de vie où vivre avec de la douleur chronique, ça nous isole. C'est très isolant. Thérèse l'a dit, l'a bien adressé. Et je voulais ajouter quelque chose. Moi, je sentais souvent, et des fois, je le sens encore. Je le ressens. On parle de isolation sociale et se sentir seul, la solitude, mais il y a cette idée d'être seul, d'être tout seul, une personne.
dans une pièce sombre ou quelque chose dans ce genre-là. Mais l'autre partie de l'isolement et de la solitude, c'est et surtout avec les gens avec la douleur chronique et d'autres, pouvez être dans une pièce remplie de gens et se dire, vous sentir très, très isolé et seul. Et ça, c'est quelque chose que je continue de ressentir et j'ai beaucoup ressenti quand j'étais une adolescente avec la douleur chronique. Parce que en tant que personne ou adolescente qui a de la douleur chronique, sociabiliser, c'est une grosse partie de ta vie. C'est quand tu apprends à sociabiliser avec les autres, on crée des amitiés, on brise d'autres amitiés et toutes ces choses-là. Donc, c'est encore plus difficile quand on a de la douleur chronique. Et ce que l'on sait, c'est que les jeunes avec de la douleur chronique vivent beaucoup plus de solitude que ceux qui n'ont pas de douleur. Donc, on sait aussi que les jeunes noirs avec de la douleur chronique vivent encore plus de solitude. Alors, et on sait que cette solitude et cet isolement social peut avoir des impacts énormes sur la santé mentale, il peut avoir des résultats et sur la santé en général. Et je sais que Jenny euh, a dit que donc la solitude et l'isolement social, c'est aussi pire que de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour, par exemple. Oui, l'isolement social, c'est énorme. C'est avoir des impacts sur la santé qui sont vraiment énormes. Donc, quand je parle de ma propre expérience en tant que jeune personne, et honnêtement, c'est assez similaire qu'un jeune adulte, c'est pareil. On annule des rendez-vous avec des amis. Thérèse, elle disait qu'on annule. Puis la culpabilité qui vient, parce qu'on annule, et après on se sent coupable, on rate, on loupe, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller au travail à cause de rendez-vous, ou on a juste trop de douleur ce jour-là. Donc, on voulait parler aussi de l'idée d'être dans une pièce remplie de gens, puis de se sentir seul, qui vient vraiment de ce... C'est on a l'impression qu'on n'est pas compris et que personne comprend ce que l'on vit. Et avec la douleur chronique, c'est quelque chose qui arrive presque tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Et juste ça, de sentir, de ne pas être compris, de ne pas que l'on ne nous croit pas finalement, ça peut vraiment nous isoler, que l'on ne se sent pas entendu et on a l'impression ou on ressent que on a l'impression qu'on est la seule personne qui vit de la douleur chronique finalement. Donc, comme a dit Thérèse, je veux aussi parler de mettre un peu d'espoir quand même pour parler des choses qui peuvent aider pour réduire l'isolement social et la solitude. Mais je vais le garder. Je vais passer le micro à Jenny. Merci, Delaine. J'apprécie vraiment énormément. Et c'est normal, je pense, l'idée d'empathie profonde hein, et de compréhension euh, qui, qui vient d'expériences partagées. Nos expériences ne sont peut-être pas les mêmes, mais ça donne une certaine compréhension. Quand tu parlais de comment c'est important pour que les gens rencontrent d'autres personnes et partagent des histoires, des récits, c'est ce qu'on fait. C'est ce que l'on fait dans cette conférence et dans plein de conférences. Je pense que dans la conférence de connexion humaine, Pete, tu l'avais concluse, cette conférence, je pense. C'est de faire en sorte que le monde soit une librairie, une bibliothèque humaine, pardon, pour apprendre des uns et des autres. Je veux apprendre. Je pense que tout le monde veut apprendre. Euh, J'allais dire des solutions clés, puis des interventions ou des stratégies. Bon, c'est clinique. Je veux un peu retirer du côté clinique. Quelles sont les choses où est-ce que tu as pointé dans ta présentation? Dans quel qui peut un peu mitiger ou essayer de remédier à cet isolement, hein? Pete, tu commences? Je suis très excité de commencer et de continuer cette conversation, de l'alimenter. Une partie du travail que l'on fait quand on fait nos ateliers sur la santé sociale,
c'est que on donne de l'information aux gens et nous, on n'a jamais reçu cette éducation. On nous éduque sur plein de choses, mais on leur donne plein d'informations. On leur montre la recherche sur laquelle on a travaillé depuis environ 9 ans. On leur donne de l'information. On a dit à des gens depuis 50 ans, ne parlez pas aux étrangers, hein. Et c'est connu que les chercheurs disent que les gens qui parlent avec des étrangers, juste leur parler vite fait, juste une fois par semaine, ça vous rend encore plus heureux, 3 fois plus heureux. Et ça fait augmenter l'optimisme. Puis on se sent inclus, on se sent en sécurité, il y a un sens de la communauté. Même ce t-shirt que je porte promeut quelque part. Parler aux étrangers, c'est pour dire que d'avoir des petites discussions comme ça, de tous les jours, ça peut avoir un gros impact. Alors, bien sûr, il y a peut-être un concept plus grand dans la connexion humaine, mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, souvent, on met le poids de la solution sur l'individu qui souffre. Et ce que l'on veut faire, et à 40 millions de Canadiens, c'est peut-être vous connaissez quelqu'un qui a de la douleur chronique, alors peut-être parler à un étranger, ou peut-être pas tout à fait un étranger, mais parler à n'importe qui, quelqu'un, mais peut-être qu'il souffre de douleurs chroniques. Alors, dites bonjour, souriez, je ne sais pas, mais on fait ça avec des seniors, avec des aînés pour essayer de leur relever un peu cette conscience collective sur l'importance de ces interactions, ces petites interactions. Et si vous connaissez quelqu'un qui a de la douleur, et vous, au travers d'une petite conversation, vous allez peut-être changer la vie de cette personne parce qu'il y a un lien entre la solitude et la douleur et l'isolement et la solitude. Et comme tu as dit, Jenny, c'est bidirectionnel. On peut relever le sens de connexion de tout le monde, d'appartenance, de communauté, je ne sais pas moi. Et quel que soit le mot que vous allez choisir pour décrire cela, et que si on souffre aujourd'hui ou on utilise la connexion humaine parce qu'on se rend compte que en disant bonjour à quelqu'un, peut-être que quelqu'un va être plus heureux. Donc, on n'a pas été éduqué là-dessus. Moi, je sais que je dois prendre des exercices 20 minutes par jour, je dois boire 8 verres d'eau par jour, je dois dormir 8 heures par nuit. Mais si je le fais ou pas, ça m'appartient. Puis, honnêtement, moi, j'ai eu un problème de poids toute ma vie. Puis, à la fin de la journée, j'ai 59 ans et personne ne m'a jamais expliqué comment c'était important le lien social, les connexions sociales, comment c'est important à tous les niveaux. Du côté négatif, la recherche ou les chercheurs avec qui on parle, par exemple, qui parlent des 15 cigarettes par jour, mais c'est aussi, on a plus de risques de démence, un plus haut risque de diabète type 2, maladie du cœur, suicide, addiction, obésité, cancer, euh, à plein de choses, mais le pouvoir et tout notre mouvement, mais l'objectif sur le positif et la solution. Et la recherche montre, vous êtes familier avec l'étude de 5 ans de Harvard, c'est c'est ce qui contribue à le bonheur, ça réduit l'anxiété, ça augmente la résilience, l'empathie et notre système immunitaire et notre confiance en soi. Une étude est sortie de Boston, Massachusetts, disant que c'est le plus grand acte préventif unique. Et vous savez, le seul malheur de tout cela est que nous n'avons jamais pris le temps de le dire à personne. Et c'est vraiment notre mission depuis le... C'est vraiment notre mission depuis 9 ans et j'encourage tout le monde. Merci Hélène de d'avoir mis notre site web, bien évidemment. Et dans le chat tout à l'heure, j'encourage tout le monde, vous savez, à nous aider à diffuser ce message afin que les gens qui ne savent pas à quoi il pourrait ressembler de vivre avec une douleur chronique et l'impact que tendre la main à quelqu'un pourrait avoir. Et dans ce monde dans lequel nous vivons actuellement, qu'il s'agisse de couleurs chroniques ou douleurs chroniques ou tout simplement lutter contre tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Merci. Et j'apprécie énormément ce que vous dites. La douleur est comme un parapluie massif et comporte plusieurs volets, n'est pas seulement, je ne dirais jamais, n'est pas un seul aspect
aspects, ce sens de connexion, de communauté, d'empathie, entre autres, englobe tellement plus de cela. Et oui, je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'une relation bidirectionnelle. Merci encore une fois, Hélène, d'avoir partagé le site de Jen Well dans le chat. Thérèse, je sais que vous avez mentionné dans votre introduction qu'il y a quelques points que vous faites personnellement pour... J'aime pas vraiment utiliser ce langage de combat ou de force, mais plutôt euh, pour soulager ou apaiser ou réémerger de votre solitude. Alors, oh oui, certainement. Mais bien que les choses ont commencé à changer, ce n'était pas une grande transformation ou une transformation massive. J'étais dans un, j'étais une patiente hospitalisée dans un centre de traitement et une partie de notre programme était de se rendre à YMCA une fois par semaine. Nous marchions, faisions de l'exercice ou nagions, peu importe l'activité que nous faisions. Nous étions ensemble et c'était le plus important, bien évidemment. Et au début, je pensais, oh mon Dieu, je me sens seule plus que jamais et je me sens encore plus seule dans cette pièce pleine de personnes. Mais une fois la première étape franchie, je n'avais plus peur d'être seule et je ne me sentais plus seule d'ailleurs. J'ai trouvé que dans les jours où j'ai marché vers YMCA, j'ai passé du temps avec d'autres personnes, j'allais mieux, non seulement physiquement, mais moralement, spirituellement, émotionnellement, de tous les aspects. Et c'était là lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait introduit à l'engagement, au programme d'engagement avec les patients. Une fois quitté le programme, j'ai rejoint YMCA et j'y vais chaque jour, chaque matin. J'y suis à 6 heures du matin et c'est ma routine. C'est cette routine qui est importante dans ma vie. Alors, je pense que je n'ai jamais réalisé à quel point j'étais seule et isolée. J'ai eu une difficulté de parler aux gens. J'avais du mal de dire ce que je pensais et j'avais toujours eu peur de dire la mauvaise chose. Je riais de manière inappropriée, ainsi de suite. Si vous êtes isolé, c'est ainsi que vous allez réagir. Commencer doucement, mais sûrement par l'envoi d'un petit message ou de sortir, tout cela peut paraître comme gravir une montagne. Ma montagne était le premier pas vers YMCA. Même dire oui, se rendre dans un espace, plutôt de s'asseoir dans sa chambre ou dire oui à 10 minutes au lieu d'une sortie entière, ou si vous décidez de vous rencontrer pour partir tôt et ne pas j'avais l'impression que je n'avais pas eu à prouver quoi que ce soit, que les petits pas étaient suffisants, que les petits pas sont courageux, que la connexion n'a pas semblé à être brouillante ou sociale ou énergétique, elle pouvait être douce et calme, mais bref, et la présence était la plus importante et compter toujours la structure est très importante également. Même un appel avec une seule personne est important. Et pour moi, YMCA fut ce programme. Pour vous, il pourrait s'agir d'un cours hebdomadaire, d'un groupe de soutien, d'un programme
d'un simple programme d'accueil ou même une appel récurrente avec une personne particulière. Cette routine deviendra une ligne de sauvetage à un endroit sûr et serein vers lequel nous allons nous retourner. Ça m'a aidé personnellement à développer ma capacité à être avec les autres sans pression pour performer ou pour être autre que ma propre personne. Et parfois, cette structure et cette routine pourraient nous retenir, même jusqu'à ce que nous nous souviendrons de qui nous sommes encore une fois. Rentrer dans le monde lorsque vous étiez isolé peut faire remonter une certaine honte, un chagrin pour la vie que vous aviez l'habitude d'avoir et la peur d'être jugé. Si tout ce que vous faites est de vous représenter une fois et que vous avez besoin d'une pause, ça reste un progrès. La connexion n'est pas une ligne droite et la reprise avec la vie sociale n'est pas une seule ligne droite ou un cadre à suivre. Quelques semaines, vous allez prendre 10 étapes, d'autres, une seule étape. Il n'y a pas de timeline, il n'y a pas d'échéancier, pas de manière directe. Ne vous comparez à personne. Vous méritez de la compassion. La personne que vous êtes maintenant est la personne qui a beaucoup survécu. Thérèse, je pense que chaque mot qui sort de votre bouche doit être transcrite et prescrite. Petite, petites étapes. Petite étape. Ah oui, je suis vieille, j'ai beaucoup de sagesse. Alors, vous avez jeté comme des petites bombes de sagesse. C'est une chose que j'aimerais ajouter à cela. Et comme j'ai des amis avec lesquels je me connecte rarement et petit et brave, petit et assez, Delaine, merci. Vous avez fait allusion à quelque chose dans votre introduction. Probablement avec le travail que vous avez fait ensemble où nous avons quelques minutes. Oui, c'est drôle, puisque j'ai l'impression, je vais commencer par ce qui a fonctionné avec moi, ainsi que d'autres qui ont fonctionné pour d'autres personnes. Thérèse a déjà partagé beaucoup de cela, c'est beau. Et parfois, il- c'est effectivement ça, on a l'impression, comme Thérèse avait dit, il pourrait s'agir d'une montagne, envoyer même peut-être un mémo vocal. Envoyer même des petits messages. Cette petite étape pourrait vous donner comme un sentiment d'être prêt ou de rapprochement, et évidemment, d'autres choses que Thérèse avait mentionnées. Il y a aussi des groupes en ligne, que ce soit du soutien, des groupes de discussion, il y a des espaces en ligne où il y a des gens qui vous pouvez parler. Ça peut être sur la douleur chronique, mais ça peut être aussi à propos de quelque chose qui vous intéresse, ou des passe-temps, ou quelque chose que vous aimeriez faire. Des fois, vous n'avez pas besoin de dire grand-chose, juste être avec quelqu'un, c'est très utile. Donc, Jenny, tu as dit, est-ce que tu peux, par rapport au travail que tu as fait, que tu fais en ce moment, donc dans le travail que je fais, si je mets du contexte, je sais que je veux dire, ça ne serait pas
pour les choses que je fais maintenant, sans les expériences que j'ai vécues, bien sûr, mais vraiment, c'est puissant de rencontrer des gens qui ont de la douleur chronique parce que je me sens très, très, très privilégié d'être avec vous, avec Thérèse et Pete et Jenny. Puis j'espère que Pete, on pourra continuer à créer des liens. Thérèse, c'est une des premières que j'ai rencontrées et elle a complètement transformé ma vie. Puis bon, que j'ai beaucoup de gratitude. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer ou dire comment j'apprécie énormément tout ce soutien. Jenny, elle est comme ma, 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 ma sœur d'âme quelque part. On peut parler de soutien pendant des heures et en rencontrant des gens avec de la douleur chronique, ça m'a permis d'avoir de l'espoir, un peu plus d'espoir et diriger le travail que je fais dans ma carrière. Parce que je travaille avec des jeunes enfants et des adolescents. J'ai pensé à ma propre expérience en parlant avec d'autres jeunes qui ont de la douleur chronique pour essayer de relier les choses par rapport à ce qu'a dit Pete. Quand on pense à l'approche typique, le traitement, quand on pense à cette douleur, et c'est le bisocial, mais où est le social? Ça fait partie du mot, mais il n'y a pas de social nulle part. On parle du bio ou le psycho, mais pas le social. Et donc, c'est ce que j'ai travaillé avec des jeunes qui ont de la douleur ou des gens, des professionnels de la santé pour essayer de développer un groupe de soutien pour les jeunes qui ont de la douleur chronique parce qu'ils en ont réellement besoin et c'est quelque chose que j'aurais pu utiliser. Et si j'avais pu rencontrer d'autres gens qui savent ce que c'est, ou comme Jenny a dit au départ, si on comprend, on comprend. Donc, moi, il faudrait que je mette ça sur un t-shirt, cette phrase. Il y a beaucoup de pouvoir dans un espace digital ou parler avec d'autres gens qui comprennent ce qu'on ressent. Je travaille pour développer et essayer de développer et étudier cela. Et puis, je vais vite te montrer mon écran. J'allais en parler un peu plus, mais je veux être sûr qu'on peut aller jusqu'aux questions et avoir plus une discussion. Mais là, je cherche des gens, surtout des jeunes en particulier, pour participer à une étude pilote pour ce groupe que j'ai développé ou que j'ai co-créé avec d'autres jeunes qui ont de la douleur chronique. Et donc, je recherche des gens. Je commence tout petit, hein, parce que je peux juste en faire une partie vu que j'ai mon doctorat, mais j'ai commencé ce groupe à Edmonton, en Alberta, et après à Hamilton, en Ontario. On cherche des jeunes avec la douleur chronique. Vous pouvez vite scanner le code QR en bas si vous êtes intéressé de vous joindre et on peut en parler un peu plus. Je mettrai mon mail. Aussi dans le clavardage, si les gens veulent se connecter, il y a beaucoup de soutien et c'est pour ça qu'on a ces connexions dans cette conférence et qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de ressources dans les plateformes de cette conférence. Allez les voir et rencontrer d'autres gens avec de la douleur chronique, ça va changer votre vie. Merci, Delaine. Nous disons souvent que Jenny et Delaine partagent un seul cerveau. Merci pour cela. Je vous demanderai, Delaine, si vous avez un moment de partager le lien, si vous l'avez. Ce que j'aimerais offrir est de compiler les ressources que nous avons partagées à travers votre site, le site de Pete, Talk to a Stranger Week site, et créer une page sur le site de l'exposant afin que les personnes qui sont intéressées pourraient s'y rendre. Et ah oui, Delaine, vous avez parlé de l'aspect social, de l'aspect biopsychosocial l'aspect social qui manque. Et je sais qu'il y avait un article publié en 2023 qui souhaitait inverser
cet paradigme est l'appeler le modèle socio-psychobiologique. Je vais donc voir si je peux trouver cet article et aussi le mettre dans la page des expositions. Il nous reste 11 minutes. Pete, je pense que vous avez déjà répondu à la question de la localisation de Genwell à Toronto, n'est-ce pas? Nous sommes une organisation nationale, nous faisons des ateliers à travers le pays, mais moi personnellement, je suis à Toronto. Concernant les groupes de soutien par les pairs, quelqu'un ici a mentionné qu'il en cherchait des groupes, que ce soit en hybride ou virtuellement. Il préfère les personnes qui font partie du réseau de Pain. Si, par exemple, on pourrait faire à une personne faisant partie du réseau Pain à travers le portail national ou plutôt le portail du Power Over Pain que je n'oublierai pas de partager par la suite dans le chat. Si vous avez par exemple d'autres endroits où les différents diagnostics seront émis, ainsi que d'autres groupes de soutien par les pairs, tels que les groupes de Société de l'arthrose du Canada, d'autres groupes d'autres groupes tels que le Chronically Queer Group en Colombie-Britannique. J'hésite encore quant à ce qui est disponible à Toronto, mais si vous avez des liens à nous partager ou des ressources à nous partager, n'hésitez pas à se faire. Pete, je ne sais pas si vous êtes ouvert à répondre à cette question d'Elaine ou Thérèse. Est-ce qu'il existe un taux d'engagement social recommandé par la recherche littéraire? Quelle excellente question. En décembre dernier, le Canada avait lancé la première série sociale sur les connexions des lignes directrices. Sur les liens sociaux, les gens peuvent trouver ces lignes directrices et c'est sur socialconnectionguidelines.org et qui était développé par le docteur Kiefer Card à partir de l'université de Simon Fraser, avec plus de 100 chercheurs mondiaux qui ont contribué au tout premier ensemble mondial de la recherche sociale. Je peux vous dire qu'avec l'apport de ces chercheurs, ils ont évité de donner un temps recommandé par jour parce qu'il y avait un grand risque que ce nombre, qu'il soit large ou petit, soit plutôt qu'il soit très élevé et que la plupart d'entre nous sommes loin d'y arriver. Donc, la recommandation actuelle est d'être plus conscient et plus intentionnel autour de la construction de la santé, l'établissement de la routine, de votre routine. Je m'apprêtais exactement à dire là, juste un petit acte, un acte de connexion avec autrui. Essayez d'en faire un pas chaque semaine, pas un gros pas, un tout petit, pas un pas parfait. Juste pour dire que vous êtes là, que vous êtes présent et j'apprécie ce que j'apprécie avoir trouvé dans cette communauté où je me retrouve actuellement et la permission de paraître et de se présenter comme vous êtes, de ne pas présenter. Parfois, il y a quelques attentes que vous avez mentionnées, Thérèse, sur le masquage et l'effort qu'il faut pour se présenter. Pete, par exemple, à travers votre travail avec Genwell, parler avec un étranger par jour, ces petites interactions. Ce sont tous d'excellents exemples. Je suis vraiment chanceuse de vivre dans un... Je suis oui, heureuse de faire partie de cette communauté complexe où nous nous connaissons tous et sommes sur de différents niveaux, différentes euh, phases de notre vie. Ça fait presque 15 ans où je vis
Dans mon quartier, je fais partie d'un groupe WhatsApp avec lesquels nous partageons plusieurs activités sociales. Prochaine question. Et si les personnes dans votre vie sont en fait la raison qui vous donne envie de vous isoler ou de vous retirer, comment est-ce que vous allez gérer cela? D'excellentes questions. Des pensées, Thérèse? Quand j'étais en dépendance active, cela a forcé mes parents un peu à m'isoler et, et aussi embarrassant que ce soit, ça faisait partie de ma vie et je n'ai pas choisi d'être accro. Ils n'ont pas gâché ma vie, mais c'est plutôt moi qui ai gâché la vie de mes parents à travers mon addiction. Ce que mes parents ont trouvé encore une fois, c'était un nouveau contact et une nouvelle connexion pour eux-mêmes. Et ma mère a rejoint les alcooliques anonymes. Il existe d'autres groupes maintenant, mais à l'époque, il n'y avait que les alcooliques anonymes. Peu importe la situation où vous vous retrouvez, vous devez faire le premier pas. Et si je Et si je peux m'appuyer sur le commentaire de Thérèse là-dessus, ce que je dirais est que la définition de la solitude est différente entre les relations que vous avez et les relations que vous désirez avoir. Je pense qu'en élevant la conscience collective sur l'importance de cette connexion sociale pour notre santé mentale, bonheur, notre longévité, tout ce que nous devons faire, et en effet d'évaluer nos relations. Quelles sont les relations qui méritent de faire partie de ma vie et sont-elles celles qui me comblent quand je passe 5 minutes ou que je reçois un texto, comme nous avons utilisé ces exemples tels que les messages vocaux, entre autres. Quand je vois ces personnes, me remplissent-elles ou me drainent-elles en effet? Est-ce qu'elles me comblent d'énergie ou non? Je pense que maintenant, nous devons tous être plus conscients post-pandémie, surtout de l'importance de ça. Je pense aussi que nous devons nous poser la question, c'est à quel point que nous sommes conscients de l'activité, de l'importance de l'activité physique et de la connexion sociale dans nos vies. J'aime beaucoup un commentaire que Gabor avait fait dans certains de ses travaux, que je trouve juste avec tant de ses commentaires, pendant 50 ans, ce que nous avons essayé de faire est de guérir les individus et de les réinsérer dans une société brisée. Je pense que cette conversation en dit non. Regardez, la seule façon pour nous de traverser cette chose s'appelle la vie. Et je dis toujours que la vie est un sport d'équipe. Nous avons besoin de gagnants et parfois de perdants. Et c'est ainsi que nous allons réaliser qu'à travers nos vies, tout ce que nous allons consacrer plus de temps et d'attention à bâtir des relations. Merci, Pete, pour ces propos. Je suis tout à fait d'accord. Il faut le faire maintenant. Alors, rapidement, je dirais que je suis entièrement d'accord avec ce que Pete et Thérèse ont dit. C'est peut-être une situation assez difficile dans laquelle on se retrouve lorsque les personnes les plus proches sont parfois celles qui vous font sentir ou vous donnent l'envie de vous isoler. Malheureusement, ces personnes feront toujours partie de vos vies, à moins que vous décidez de vous isoler entièrement d'elles. Et vous avez un choix à faire tel qu'a été mentionné. Plusieurs personnes vivent avec une douleur chronique. Plusieurs groupes communautaires existent pour partager cette douleur et donc vous aurez un refuge et vous trouverez des personnes avec qui partager des points en commun et ces points de connexion qui peuvent vous faire sentir mieux et non l'inverse. Il nous reste une seule minute.
Mais j'aimerais aussi reconnaître la dernière question dans le chat sur la façon dont la connexion en ligne donne ce vide dans notre vie. J'aimerais encore une fois, alors je le dis entre guillemets, pour beaucoup, cela a rendu accessible ce vide et a plutôt accessible la connexion avec autrui. Ce que vous dites est très important. Il y avait une étude en fin de pandémie qui a montré que les interactions face à face ont en 9 fois plutôt plus d'activité cérébrale que l'interaction numérique. Donc, exactement ce que vous dites, comment est-ce que nous allons nous donner la chance de nous connecter avec quelqu'un. Par exemple, à l'époque de la pandémie, avant, on avait l'habitude, pré-pandémie, de nous rendre au bureau où nous voyons plusieurs personnes à la machine de café, à la machine à café, dans les cafétérias, dans les bureaux, peu importe. Mais une fois en ligne, je me retrouve dans mon petit coin, dans mon bureau, tout seul. Je prépare mon propre café tout seul et où je pouvais passer des jours sans parler à personne. Merci beaucoup. Je vois d'excellentes questions ici dans le chat, mais nous n'avons plus de temps malheureusement. Je vous donne la parole, Hailey, pour passer au prochain segment. Merci beaucoup à toutes et à tous sur cette discussion concernant l'isolation sociale ainsi que les informations que vous avez présentées d'une valeur immense et particulière sur la solitude pourrait être un symptôme de votre douleur chronique et autrefois et parfois un mécanisme d'adaptation inadapté face à la douleur chronique. Encore une fois, ces sessions seront enregistrées, donc vous pouvez les revoir plus tard. Nous allons prendre une pause et reprendre dans 15 minutes. Vous pouvez visiter notre site pour consulter le programme des sessions et visiter les expositions. N'hésitez pas à se faire et revenir.